édition de ce jeudi 27 août 2020. Voici tout de suite les titres. Deux présumés trafiquants d'ossements humains ont été appréhendés en ce jour à Garoua et présentés à la presse, âgés entre 16 et 18 ans. Ils ont été arrêtés ayant en leur possession un crâne humain. On en parle dans ce journal. L'intégration socio-économique des personnes en situation de handicap exige une politique holistique qui intègre les dimensions quantitatives et qualitatives, ont souligné en début de semaine les responsables du Comité national pour la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Les précisions de Armand Brice Ngomo dans ce 19h45. Et puis à l'étranger, Algérie, on parle de la révision constitutionnelle afin de bâtir une Algérie nouvelle. Révision prévue le 1er novembre prochain. Voilà pour les titres. De votre fidélité au 19h45, mesdames et messieurs, merci. Je vous l'annonçais en titre, de présumés trafiquants d'ossements humains ont été appréhendés et présentés à la presse ce jour dans la ville de Garoua. C'est dans la région du Nord Cameroun. Âgés entre 16 et 18 ans, au moment de leur arrestation, ils avaient à leur possession un crâne humain. Les précisions de Patrick Ngoignan et Seydou Fondier. Le reste du corps de ce crâne humain ne reposera plus jamais en paix. Il a été exhumé par ces deux adolescents au quartier Kongoré, non loin de Djoumassi, dans la ville de Garoua, région du Nord Cameroun. Ces présumés trafiquants, Séné Robert et Dubois Pascal, disent avoir été approchés par un inconnu qui leur a promis de leur rendre riches en vendant des ossements humains. Bon, c'est mon type là, il m'a dit qu'il a besoin d'entrer dans le cercle secte Illuminati. Donc, et on a demandé ça dans la secte là. Oui, celui qu'on lui a demandé ça, il amène ça pour travailler avec. Il m'a demandé de lui accompagner pour aller chercher. Je ne veux pas aller et on lui a demandé si il n'est pas là, on va lui faire du mal. Comme ça, comme j'ai entendu ça, je suis allé avec lui. On est allé apporter ça vers 22h comme ça. On a déterré ça. On a pris. Et on a mis ça dans le sac là. Et donc on lui a demandé, il a porté ça pour qu'il travaille avec. Donc moi je ne sais pas. Les fins lignées de la gendarmerie nationale ont bénéficié du soutien des populations pour réaliser cette arrestation. En date du 14 de ce mois, nous avons été saisis par le comité de vigilance du quartier Kongoré, non loin de Djoumassi, qui a des individus qui seraient aperçus dans la nuit transportant un sac suspect. La descente nous a permis d'effectuer une fouille domiciliaire et au cours de cette fouille, on a découvert un crâne. Tout ce nous avons requis un médecin qui a déterminé qu'il s'agit bel et bien d'un crâne humain dont l'âge varie entre 40 et 50 ans, qui serait décédé il y a environ 4 mois de suite d'un traumatisme crânien. L'exploitation de ces suspects révèle qu'ils ont déterré ce crâne à des buts lucratifs. Aux grands exploits, la nation reconnaissante. Nous sommes contents que nos forces de sécurité aient pu remonter cette filière de trafic d'ossements humains. Et les résultats sont là. Les enquêtes vont se poursuivre. Certainement, la justice va passer. La justice va lire le droit et les présumés coupables répondront de leurs actes. La deuxième chose, c'est que je voudrais également saluer, depuis que les autorités ont interpellé les chefs traditionnels et les comités de vigilance pour leur redynamisation, nous avons remarqué quand même qu'il y a un soubresaut, une reprise en main dans la collaboration, dans le renseignement prévisionnel. Parce que nous ne pouvons pas travailler dans les quartiers, nous ne pouvons pas travailler si nous n'avons pas le renseignement. Alors je voulais saluer ici, dans ce cas précis, les efforts que le comité de vigilance des quartiers Kongoré et quartiers environnants, tous les quartiers environnants nous ont apportés pour que nous puissions remonter la filière de tous ceux qui sont concernés par cet incident malheureux. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler ce vaste réseau de trafiquants d'ossements humains
qui continue de s'aimer émoi et consternation dans nos cités. Les opérateurs du secteur de l'électricité regroupés au sein de l'ASLEC sont en colère. Ils ont exprimé leur mécontentement et leur désolation au cours d'une conférence de presse donnée dans la cité capitale économique. Conférence de presse au cours de laquelle ces opérateurs du secteur de l'électricité ont lancé un préavis et un arrêt des activités le 31 août prochain. Frédéric Montomé et Patrice Foucault ont pris part à cette conférence de presse. Face à la presse, les opérateurs du secteur de l'électricité n'ont pas mis de gants de protection, encore moins des pinces coupe-circuit, pour décrier le manque de lumière dans leur situation. Les entreprises partenaires aujourd'hui font face à un ensemble de griefs parmi lesquels les procédures de paiement qui sont très lourdes, qui peuvent parfois partir de 6 mois à 2 ans, voire même 10 ans, des impayés à ce jour et qui ont pratiquement étouffer, étrangler la PME camerounaise. Et nos employés en pâtissent directement. Et ils ont des impayés, ils ont des retards de salaire. Il y a des sociétés qui accumulent 3, 4 mois, 5 mois de salaire, alors qu'ils ont des impayés importants auprès de nos partenaires. Il y a également le fait que le partenaire, lui aussi, face à nos cris, n'arrive pas à nous convier à une table de discussion pour écouter de façon claire l'ensemble des préoccupations qui sont les nôtres. Parce que pour que nous soyons à l'aise sur le réseau électrique, qui est un métier à haut risque, il faut avoir un mental stable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu d'aller sur la rue, nous avons décidé de façon délibérée de rester chez nous. Des frustrations et bien d'autres fortes tensions qui impactent le quotidien de leur entreprise, dont les factures cumulées impayées à date se chiffreraient à 6 milliards de francs CFA. À ce jour, à plus de 6 milliards et qui date depuis 2015, la logistique que nous déployons pour mener l'activité sur le réseau est la grosse logistique. La maintenance, elle est en cours. Et un ensemble, aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas payé et que vous accumulez des dettes vis-à-vis des banques, vous avez des employés qui sont mal payés. La conclusion, c'est que vous devez fermer boutique. Même la reprise de l'entreprise en charge de la distribution du courant électrique n'a pas arrangé leurs affaires. Et d'autres datent aussi entre la transition entre AES-Sonel et Eneo, parce que Eneo qui a repris AES-Sonel aurait dû prendre avec toute la créance qui était derrière. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui réclament ces dettes qui ne sont pas payées jusqu'à ce jour. Malgré leur cri de détresse et face à la sourde oreille des responsables de l'entreprise en charge du courant électrique et surtout des pouvoirs publics, les membres de l'ASLEC annoncent un arrêt de travail généralisé dès le 31 août 2020 prochain. Nous avons informé il y a 21 jours le directeur général de ce que nous allons arrêter l'activité sur le réseau à partir du 31 et pour une durée indéterminée, au cas où on n'aurait pas une entente préalable. Nous avons également informé le ministre de tutelle, nous avons informé le ministre des petites et moyennes entreprises de notre action et nous comptons regrouper nos entreprises, nos employés à la maison. Nous avons également informé l'ARCEL, qui est le régulateur, pour qu'il puisse être informé de l'action que nous comptons mener. En attendant peut-être une concertation tripartite dans les jours à venir, le courant ne passe plus entre les opérateurs, encore appelés sous-traitants, et l'entreprise en charge de la distribution du courant électrique, comme pour dire qu'il y a de l'électricité dans l'air dans ce secteur d'activité. Développement local, on parle de ces différentes actions menées à la mairie de Melon, c'est dans le département du Mungo. Le maire de cette ville œuvre donc pour le bien-être des populations et met ses fonds propres, investis d'ailleurs sur la voirie urbaine, en attendant donc l'implémentation de la décentralisation telle que voulue par le chef de l'État Paul Biya. Jean-Jamais Etna et Château Vallonhen. Le bitumage traditionnel, expérimenté par des artisans professionnels sur certains axes routiers de l'arrondissement de Melon. Le processus artisanal, ici minutieusement mené, va de l'enrobé jusqu'au gravillonnage de la chaussée.
là quand même ça dure. Selon la forme de la route, il y a des endroits où on peut à 5, c'est de 500 mètres. Il faut rattraper le niveau. Ça s'appelle l'enropé. Il y a 6 ans, nous avions essayé le gravillonnage. Bon, maintenant, nous nous sommes rendus compte que le gravillonnage est bien, ça éradique d'abord la route, mais ça ne dure pas. Nous avions réfléchi pour marquer notre passage à la mairie de Melon. Nous sommes tous émerveillés de la qualité des travaux qui sont en train de se faire. Regarde ce qui s'est sur qui mène au commissariat et qui arrive aussi chez moi. Faciliter la circulation des personnes et des biens et donner un visage encore plus rayonnant afin que la ville de Melon, dans le département du Mungu, retrouve toutes ses lettres de noblesse. Le maire de la commune a su joindre l'utile à l'agréable avec des investissements colossaux axés sur l'amélioration de la voirie urbaine. Le moment manque parce que je ne sais pas comment ce monsieur réfléchit pour anticiper ce que l'État pense. Parce que nous, vraiment, anticipons déjà ce par rapport à beaucoup de gens qui vont passer. Moi, je trouve l'avancement à 200 à l'heure. Depuis qu'on a élu M. le maire, il a engagé des chantiers. Même la maladie coronavirus n'arrive pas à freiner M. le maire dans son élan. Pour le moment, il a fini avec la latérisation dans l'axe qui va au quartier fonctionnaire, qui va dans le premier quartier. Puisque à chaque chose a besoin, les anciens ont besoin, il va falloir qu'on pense d'abord aux anciens. Le quartier qui a créé Melon, c'est le quartier 1. Et il a commencé là-bas à gravillonner. Et maintenant, il est en train de bitumer même les routes qui n'entrent même pas dans le budget de la mairie. Vous voyez donc que ce monsieur a vraiment l'amour pour la ville de Melon. Et vraiment, je le félicite. Il faut que ça continue. Moi, ce que je veux parler aux populations, il ne faudrait pas que ceux que la route n'est pas encore arrivée chez eux, qu'ils sachent que c'est l'expérience que le maire est en train de faire. Tout le monde sera servi dans ce mandat-ci. Et en attendant l'implémentation de la décentralisation, l'exécutif communal de Melon est décidément sur le terrain du développement durable. Merci à vous, Jean-Jamais Yedna, Château Vallon-Rennes. Les encouragements du 19h45 à monsieur le maire de la commune de Melon, Jean Rigolo Cueté, pour l'ensemble de ses œuvres à l'endroit des populations de Melon. En économie, rapport Moody sur la résistance des économies en Afrique subsaharienne. Le Cameroun classé deuxième, une deuxième place qui démontre à suffire le caractère résilient de l'économie camerounaise. Praxet Toulou. Selon un rapport sur la résistance des économies de l'Afrique subsaharienne publié le 15 août 2019 par la célèbre agence de notation financière américaine Moody's, les pays les plus capables de réagir en cas de crise économique mondiale et donc capables de continuer à rembourser leurs créanciers sont par ordre le Rwanda, le Cameroun en deuxième position ainsi que la Côte d'Ivoire qui suit. Ces trois pays sont ceux qui peuvent maîtriser le mieux leurs dépenses publiques obligatoires. Des dépenses telles que le salaire de la fonction publique, les subventions ainsi que les investissements et bien d'autres. En cas de choc extérieur, la Namibie, l'île Maurice et l'Afrique du Sud sont les pays les plus fragiles. En raison de la structure de leurs dépenses obligatoires, les pays les plus résilients, parce que les plus capables de les réduire en cas de grave déséquilibre budgétaire, sont le Rwanda, puis le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui montrent une capacité à réduire leurs dépenses, mais aussi une volonté gouvernementale d'appliquer cette politique. La deuxième place du Cameroun dans ce rapport vient confirmer ce que n'a cessé d'affirmer le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ces dernières années, à savoir le caractère résilient de l'économie camerounaise. En cas de fort ralentissement de l'économie mondiale, les politiques budgétaires du Cameroun résisteraient le mieux au choc, car elles seraient capables d'une plus grande flexibilité. Ceci est une très bonne nouvelle pour le Cameroun, car susceptible de rassurer les éventuels investisseurs étrangers
interrogé sur la capacité du gouvernement camerounais à rembourser ses créanciers, même en cas de coup dur. Toujours en économie, le Comité national économique et financier a lancé officiellement ce 25 août en 2020. Il s'agit là d'une plateforme informatique. Mieux, l'inauguration de la vulgarisation de cette plateforme informatique. Il était également question à l'issue de cette inauguration pour le président de ce comité, qui est le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, de rassurer la transparence de cet outil de collecte. La correspondance de Armand Bressingomo et Elvis Lourangoué. La campagne de vulgarisation de la plateforme informatique du Bénin. Je vous remercie de votre attention. Face à la presse, il s'agit, à en croire les membres de cette structure que préside le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, d'un outil qui vient restaurer la confiance et la transparence entre les institutions financières nationales, les opérateurs économiques et le grand public. Au terme de la dite campagne, notre vœu est que, dans un effort commun, les assujettis utilisent la plateforme dédiée afin d'améliorer le taux de déclaration des données ainsi que leur sincérité, de restaurer la confiance dans l'usage des instruments de paiement structuraux, de corriger la symétrie d'information entre les prêteurs et les emprunteurs, en conditionnant tout octroi de crédit et de délivrance d'instruments de paiement à la consultation préalable et systématique de la plateforme. La plateforme en question sert de contrôle et d'assainissement du marché financier et intègre plusieurs composantes, parmi lesquelles la centrale des incidents de paiement, le fichier bancaire national des entreprises et le cadre d'analyse et de suivi des établissements des microfinances. Cette plateforme contient des données sur la structure et le comportement des clients grâce à la mutualisation des informations transmises. En retour, cet ensemble de données permet d'offrir aux assujettis l'information sur la signature de leurs clients et les instruments de paiement émis par ces données. L'accès à cette plateforme, selon les responsables du CNEF et les experts présents, impacte de manière positive le climat des affaires et le système financier au Cameroun, à savoir l'amélioration du taux d'accès au financement bancaire, la réduction du coût des crédits, la sécurisation et la fiabilisation de l'utilisation des moyens de paiement, l'amélioration des règles et politiques de gouvernance des établissements des microfinances, pour ne citer que cela. Je crois que c'est véritablement l'enjeu. Ouvrons notre dossier santé en parlant de la rougeole. Selon les dernières statistiques publiées par le programme élargi de vaccination, le Cameroun enregistre 1427 cas de rougeole, 13 décès dans 19 districts sanitaires. Reportage. La rougeole continue sa progression inquiétante sur le territoire national. La maladie est déjà présente dans 6 des 10 régions que compte le pays, à l'exception du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral et de l'ouest. D'après des récentes statistiques publiées par le programme élargi de vaccination, 1427 cas ont été enregistrés depuis le début de l'année, dans 79 districts de santé, répartis à travers le pays. En outre, 13 décès dus à cette épidémie ont été signalés dans 4 des districts de santé de Kribi, 2 dans chacun des districts sanitaires de Gashiga, au nord Cameroun, et Kolofata, à l'extrême nord, et 1 dans chacun des districts sanitaires de Betare-Oya, dans la région de l'Est, Hawaï Centre, Ngaoundal, Adamawa, Ngang, dans le nord, et Guidigis, à l'extrême nord. 5 régions sont fortement touchées par le fléau, la région du Sud étant en tête du classement avec 150 cas et 4 décès enregistrés. La région de l'Est est la deuxième zone la plus endémique du pays. 105 cas positifs ont été enregistrés. La région de l'extrême nord compte 407 cas positifs confirmés. Quant à celle du nord et de la Damawa, elle compte respectivement 302 cas positifs et 63 cas positifs. Les informations du programme élargi de vaccination révèlent en outre que depuis la semaine dernière, aucun décès dû à la rougeole n'a été signalé et que 50% des cas concernaient les enfants âgés de 0 à 59 mois. 74% des cas confirmés n'ont pas été vaccinés selon des sources décentes. Pour enrayer la propagation de la maladie, le programme élargi de vaccination a lancé une importante campagne de riposte. Au cours de ces dernières, quelques 344 480 enfants âgés de 9 mois à 9 ans et originaires des régions où des cas de rougeole ont été enregistrés
ont été vaccinés. Poliovirus en sauvage en la zone Afrique. La région Afrique vient donc de rejoindre les 4 autres régions certifiées à éradiquer le poliovirus. J'y parviens, ce qui porte donc à 5 le nombre prévu par l'Organisation mondiale de la santé. Une cérémonie que vient de présider le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Il déclare l'Afrique libre du poliovirus sauvage. En fait, c'est un événement historique. La région Afrique est désormais libre du poliovirus sauvage. La cérémonie de certification a été présidée par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Cette distinction s'inscrit dans le cadre du processus de l'éradication de la poliomyélite en Afrique, qui recommande que tous les pays de la zone africaine de l'OMS obtiennent au préalable leur certificat de pays libre de poliovirus sauvage avant de déclarer son éradication sur l'ensemble du continent. C'est dans ce cadre que s'est tenue ce jour la 70e réunion du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, lancée en 1998 avec la mise sur pied de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio, réunissant tous les pays et plusieurs partenaires pour barrer la propagation de la polio. Avant ce jour, seules 4 régions sur 6 avaient obtenu leur certificat d'éradication de la polio et l'Afrique est la 5e région à obtenir son certificat. L'Afghanistan et le Pakistan, notamment la Méditerranée orientale, seuls restent encore importateurs de poliovirus sauvage. Et pour ce cas, vu le mouvement des personnes et des biens dans les différents pays, la polio peut encore réinfecter la zone Afrique et le Cameroun s'entend. À cet effet, le Cameroun va continuer à renforcer l'immunité de ses enfants de 0 à 5 ans. Pour barrer la route à toute éventualité d'importation de nouveaux cas de poliovirus sauvage, le Cameroun, avec l'appui de ses partenaires, va continuer à renforcer l'immunité collective des enfants de 0 à 59 mois à travers son programme habituel. L'Organisation mondiale de la santé, aux côtés de tous les continents et pays, continue dans cette même lancée à soumettre les peuples du monde à œuvrer ensemble pour un monde meilleur. Et les conditions de vie des personnes handicapées au Cameroun en préoccupent le gouvernement. C'est donc à cet effet que les responsables du comité de réinsertion sociale et économique des personnes handicapées s'est donc tenu à Mambré Ngomo et Elvis Laurent-Goué. La situation économique des personnes handicapées est marquée par des inégalités par rapport au reste de la population. Niveau d'instruction moins élevé, non-accès aux soins de santé, taux de chômage et de pauvreté plus élevé. L'inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap se heurte à des obstacles de diverses natures qui vont des préjugés aux discriminations et au rejet social en passant par l'absence et l'inadaptation des moyens de communication et des des services publics. À l'ouverture des travaux du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées, Pauline Irène Guéné s'est voulu préciser. La session d'aujourd'hui a pour rôle déjà de poursuivre l'élaboration, faire une évaluation à mi-parcours des textes d'application qui ont été élaborés et peut voir s'il faut poursuivre cette élaboration-là, mais surtout de valider le référentiel d'évaluation des incapacités, des déficiences pour les personnes handicapées. Comme l'a souligné le MINAS, la prise de conscience de la nécessité d'un développement intégrant les personnes handicapées est de plus en plus grande au sein de la communauté. Dès lors, l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées passe par l'inclusion de l'approche handicap dans tous les programmes et projets de développement. Les personnes handicapées eux-mêmes dans leur domicile, dans leur département d'origine, ne savaient pas qu'à travers une communauté, ils pouvaient faire attendre leur voix au niveau central. Donc, depuis 2018, la date de signature du texte d'application de la loi 2010, ces personnes handicapées ont maintenant le moyen
de faire attendre leur voix. Le but de cette session est de procéder à une lecture critique de l'action publique actuelle, d'évaluer les projets pilotes innovants et de proposer des pistes concrètes pour l'amélioration de la performance de l'action publique en faveur de l'inclusion socio-économique des personnes en situation de handicap au Cameroun. Le collectif Fierté Nationale soutient le président directeur général de Vision 4, Sa Majesté Jean-Pierre Amogo Belinga. Ce collectif a tenu à le faire savoir au cours d'une marche organisée dans la ville de Douala. Ils ont d'ailleurs, ces membres qui ont donc défilé, saisi le prétexte pour demander au chef de l'État Paul Biya à protéger de tels entrepreneurs économiques dans notre pays. Reportage. Le message est clair. Nous voulons demander à toutes ces personnes-là qu'ils veulent freiner l'ardeur de Sa Majesté Amogo Belinga d'arrêter de le faire. Parce que nous les connaissons, mais nous ne citons pas les noms. Réunis autour du collectif baptisé Fierté Nationale, ils sont plus d'une dizaine de jeunes Camerounais à prendre d'assaut le siège de la direction régionale de Vision 4 littorale au quartier Bonanjo à Douala. Objectif: exprimer le soutien au pape des médias, Sa Majesté Jean-Pierre Amogo Belinga, PDG du groupe L'Anecdote, qui malheureusement depuis quelque temps fait l'objet de persécutions par certains ennemis de la République tapis dans l'ombre, qui d'ailleurs ne seraient pas à leur premier coup. Ils ont fait ça, ils ont tué James Onobiano. Aujourd'hui, ce n'est pas James Onobiano qui souffre, ce sont ces gens qui travaillaient pour lui qui souffrent. Donc nous avons dit qu'il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que nous, le collectif Fierté Nationale, nous avons dit qu'il est temps de dénoncer ces personnes pour qu'ils arrêtent les manipulations, pour qu'ils arrêtent les tromperies, pour qu'ils arrêtent les combats qui n'ont pas de sens, pour chercher à tuer les gens qui décident d'aider la jeunesse. Colère légitime, preuve d'une jeunesse consciente et surtout résolue à défendre contre vents et marées celui qui aura gracieusement consacré le fruit de ses efforts personnels pour l'épanouissement du fer de lance de la nation, et ce sans discrimination aucune. Parce que tuer un monsieur comme Amogo Belinga, c'est tuer la jeunesse, c'est tuer l'espoir de la jeunesse. La jeunesse n'avait plus d'espoir jusqu'à ce qu'un monsieur se lève, commence à créer des emplois. Il ne veut pas savoir si tu es Bamileke, il ne veut pas savoir si tu es Bamenda, il ne veut pas savoir si tu es Yaoundé, il ne veut pas savoir. Il donne l'emploi parce qu'il sait que la jeunesse a besoin de l'emploi. Il n'est donc pas question de jeter une telle valeur à la vindicte populaire, de la responsabilité de l'État à protéger ce modèle de réussite sociale, comme le font déjà certains pays amis pour préserver leur économie. Dans tous les pays au monde, on soutient les hommes qui se lèvent pour aider leur gouvernement dans la création des emplois. On a vu au Nigeria avec Dangote qui est soutenu par le gouvernement. Nous avons vu en France Bolloré qui est soutenu par le gouvernement. Vous voyez souvent que quand les actions de Bolloré sont menacées, même dans un pays, son gouvernement se lève pour le protéger parce qu'on sait que c'est un leader, parce qu'on sait que c'est un créateur. Mais pourquoi pas au Cameroun? Nonobstant cet accompagnement des pouvoirs publics, le collectif baptisé Fierté Nationale à travers ce combat sans précédent dit être outillé afin de combattre le mal à la racine. Parce qu'au-delà de tout ça, nous avons créé une page Facebook. Parmi nous, ici, il y a des influenceurs, parmi nous, il y a des directeurs. Et nous avons tous des pages Facebook qui sont suivies par au moins 5000 personnes. Et nous avons donc dit, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui s'attaque à l'image d'Amogo Belinga, cette personne aura la réponse de la jeunesse que nous sommes, Fierté Nationale. Une initiative citoyenne dont la nature et la profondeur des messages véhiculés traduisent l'urgence pour la société camerounaise tout entière de protéger les symboles de la trempe de celui que beaucoup présentent comme le mania des médias en Afrique centrale, lequel a d'ailleurs engagé il y a quelques jours une restructuration au sein du groupe L'Anecdote, sans doute pour redonner un nouvel élan à l'un des prestigieux groupes de communication en Afrique, au sud du Sahara. Les encouragements du 19h45 au président directeur général de Vision 4. En sport, du rififi au sein de l'Union sportive de Douala, entre déclaration et contre-déclaration depuis quelques jours, les dirigeants du club au million de spectateurs se livrent donc à une session de pique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en dehors, au centre donc des débats, le président du conseil d'administration de ce club, Franck Hapi. Je dis et je répète que nous sommes depuis la fin du championnat, le président Hapi n'a plus mandat d'engager l'Union de Douala. Ceci est un extrait d'interview du président du conseil des sages de l'Union sportive de Douala, le prince Ngassé Hapi,
qui défraie la chronique. Depuis ce jeudi 27 août 2020, en réponse à cette sortie incendiaire du prince, le premier vice-président du club a tenu à calmer le jeu. Discuté avec le prince Ngassa Api. Dans cette discussion, il ressort qu'il a été piégé par un journaliste. Et dans cette interview, d'abord, l'interview n'était pas une interview en tant que telle, était question de discuter du club. Et il s'est retrouvé dans une situation où ses propos ont été mal interprétés. La colère du prince Ngassa Api serait partie d'une information qu'il a reçue concernant les transferts de certains joueurs de Nassara Gabakaï sous le contrôle du président du conseil d'administration, Franck Api. Que le conseil fasse des affaires courantes, on s'en fout. Mais qu'il a jusqu'à faire un transfert de joueurs sans en informer le conseil supérieur, c'est pas normal. Et puis, je ne sais pas qui a le droit de faire ça aujourd'hui. Parce que le président Api, je crois, jusqu'à peu de contraire, ne peut pas se permettre aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, de faire un transfert de joueurs, parce qu'on peut remettre ça en cause, juridiquement. Puis son mandat est terminé depuis la fin de la saison. Et à propos de cette affaire, Alain Zouko apporte des clarifications. En réalité, beaucoup de déformations. On ne peut même pas parler en tant que tel de transfert. Nous avons eu, au sein de l'Union de Douala, des prêts de joueurs, des joueurs qui appartiennent à des clubs au Cameroun. Vous avez parlé d'international. Ce ne sont pas des joueurs de l'Union de Douala. Nous avons eu à les prêter. Ils ont passé une très bonne saison à l'Union de Douala et sont rentrés tranquillement dans le club. Donc parler de transfert, c'est beaucoup de malhonnêteté. Et ceux qui ont créé cette histoire l'ont créée uniquement pour nuire à l'Union de Douala. Au regard de ce qui précède, il a été établi par le premier vice-président du club aux millions de supporters qu'il s'agit là d'une simple manœuvre de déstabilisation du club et de ses dirigeants plus que jamais unis. L'empereur n'a aucun problème avec le président du conseil d'administration. Dans toute famille, il peut y avoir des malentendus, mais le club L'Union de Douala reste serein et continue à préparer sa saison avec toute la fermeté qu'il se doit. Donc le prince Ngassa Api n'a aucun problème avec le président Api, qui en passant est même son fils. Donc je ne vois pas pourquoi il devrait avoir de problèmes entre lui et le président Api. Cette union a été matérialisée par ce communiqué signé ce jeudi 27 août 2020, communiqué dans lequel le prince Ngassa Api salue davantage la collaboration avec le président du conseil d'administration Franck Api et demande à tous d'attendre patiemment le congrès prévu dans quelques semaines et qui va déterminer de l'avenir de Franck Api avec l'Union sportive de Douala. L'actualité internationale de ce jeudi 27 août 2020 nous conduira tour à tour au Burkina Faso et en Algérie. On parle d'un climat sociopolitique plutôt tendu au Burkina Faso. Des inquiétudes planent autour d'un projet de loi Africa 24. Au Burkina Faso, les députés ont adopté un nouveau projet de loi qui sème l'inquiétude relative à la modification du code électoral en vue des prochains scrutins. Cette nouvelle loi électorale stipule qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Conseil constitutionnel entraînant l'impossibilité d'organiser l'élection sur une partie du territoire, l'élection est validée sur la base des résultats issus des bureaux de vote ayant ouvert. Si il n'est pas permis à n'importe quel Burkinabé sur quelque territoire où qu'il serait de voter et que ces voix soient prises en compte, c'est en soi quelque chose d'assez problématique, mais il faudrait voir cela dans un contexte sécuritaire qui ne s'y prête pas assez. Il appartient notamment à la Cour constitutionnelle et même l'organisation électorale d'expliquer en réalité
aux parties prenantes le pour et le contre d'un projet de loi comme celui-ci. Ce nouveau code électoral, selon certains députés, représente un moyen d'exclusion d'une partie de la population burkinabé si l'on se fie au report des législatives envisagées en raison de la situation sécuritaire du pays. L'autre chose, c'est que la classe politique, notamment l'opposition, y voit un recul démocratique est lié, premièrement, au fait que possiblement les territoires qui peuvent être confrontés à ces situations-là peuvent être des bastions de l'opposition. Et l'autre chose, c'est aussi que une loi comme celle-ci qui passerait jouerait sur une valeur sacro-sainte de la démocratie, qui est en réalité l'expression du vote. Affirmant que modifier le code électoral en adoptant ce projet de loi, c'est entraver la démocratie burkinabé, certaines autorités politiques du pays misent sur les mesures de sécurisation du processus électoral, accompagnées d'instruments juridiques afin de favoriser des élections libres et transparentes. En Algérie, on parle de révision constitutionnelle afin de bâtir une nouvelle Algérie. Révision constitutionnelle prévue le 1er novembre 2020. Une fois encore, nos confrères d'Africa 24. L'Algérie va organiser un référendum constitutionnel le 1er novembre 2020. Au lendemain de son élection, le président Abdelmajid Tebboune a affirmé son intention d'opérer une profonde réforme de la constitution algérienne. Objectif, tendre la main au Irak afin de bâtir une Algérie nouvelle. Le changement ne doit pas s'opérer au sein des bureaux ou être l'apanage d'un certain groupe, mais doit émaner du peuple qui aura le dernier mot et toute la liberté de valider ou de refuser la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution. Ce processus de révision de la Constitution que les autorités veulent consensuel a été entamé depuis plusieurs mois par le gouvernement. Mais le document qui comporte 73 recommandations a d'ores et déjà été rejeté par une plateforme de partis et d'associations liées au Irak et regroupé au sein du pacte pour l'alternative démocratique. Il est assez positif de voir que c'est le mode du référendum qui a été choisi, alors que d'autres parlaient du vote de cette nouvelle constitution par les chambres actuelles, qui sont un héritage de la Haïsaba, de l'ancien système. Donc ça peut être un pas en avant si c'est suivi d'élections législatives de manière à avoir des députés plus représentatifs de l'opinion algérienne et notamment du Hirak que les gens qui avaient été élus entre guillemets du temps des deux Bouteflika. En janvier 2020, le président Abdelmajid Tebboune avait désigné une commission d'experts chargée de formuler des propositions pour réviser la loi fondamentale. Cette commission a remis ses travaux fin mars, mais la première mouture des propositions n'a été rendue publique que début mai en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus dans le pays. C'est la fin de ce 19h45. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la meilleure chaîne de télévision LTM.